Se lei fa la domanda in italiano, probabilmente non potrò impedirmi di parlare e di rispondere in italiano. Come vuole. Bon. Allora, professor Latouche, cosa impedisce oggi nelle società contemporanee la felicità per l'essere umano? Che cosa impedisce questa cosa? Ben, je pense que il y a une imposture dans la modernité. La modernité s'est annoncée comme voulant, dans ses promesses, émanciper l'homme et réaliser ce que le grand juriste, philosophe italien Cesare Beccaria a énoncé, l'un des premiers, la massima felicità divisat col più grande numero, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, ce qui a été repris par Jérémie Bentham et presque tous les penseurs de la modernité. Donc la promesse de la modernité, c'était le bonheur. Et ça, c'était nouveau, comme l'a dit le révolutionnaire français Saint-Just, le bonheur, dans un discours à la Convention, le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors qu'est-ce que ça voulait dire que c'est une idée neuve? Parce qu'on peut penser que le bonheur, c'est toutes les sociétés ont comme objectif de réaliser le bonheur. En fait, il faut bien voir que ce que voulait dire Saint-Just, c'est que ce qui apparaissait au XVIIIe siècle avec les Lumières et qui était nouveau, c'était la promesse d'un bien-être matériel pour tous, c'est-à-dire d'un bien-être individuel. Donc, c'était pas un bien-être dans l'au-delà qui était la béatitude céleste promise au Moyen-Âge dans les sociétés, ni même ce que les Napolitains des Lumières parlaient de la felicità. Mais la felicità est toujours adjectivée felicità publica. Non, c'était quelque chose d'individuel. C'est-à-dire, en fait, la promesse des économistes, telle que l'a énoncée en 1776 avec la richesse des nations, Adam Smith, à la différence de ce qui se passait auparavant, c'était pas la prospérité du roi représentant la nation, c'était la prospérité des bourgeois individuels, c'est-à-dire l'enrichissement de chacun. Et finalement, cet enrichissement devait rendre les gens heureux, hein, et ça s'est traduit dans la société petit à petit, avec l'économicisation, le développement du capitalisme, ça s'est traduit par cet indice fétiche du produit intérieur brut par tête, donc le plus grand produit intérieur brut par tête. Or, ce dont on s'aperçoit depuis surtout les années 70, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le sentiment que les gens ont d'être heureux et puis le produit intérieur brut. Donc il y a, on voit bien que la modernité ne réalise pas ce qu'elle avait promis, de créer du bonheur pour la société. On s'aperçoit maintenant que les sociétés les plus heureuses, entre guillemets, celles qu'on peut estimer, ne sont pas celles qui sont les plus riches et qui ont le plus grand produit intérieur brut. Io sono stato di recente in Danimarca a parlare con delle persone, appunto perché la Danimarca è reputata come stato più felice del mondo. Infatti quando uno va all'aeroporto di Copenaghen c'è un muro con scritto "Welcome in the happiest country of the world". Questa cosa però, come ha detto lei, non corrisponde alla verità, perché ci sono altri paesi che sono tipo, dicono che la Nigeria sia anche il paese più felice nonostante Boko Haram. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, lei lo sa meglio di me, la società deve essere sviluppata in un altro contesto per essere felice, quindi deve rapportarsi con l'economia pura. O no? Alors, en fait, l'une des découvertes récentes et un des paradoxes donc économiques, c'est que l'une des dimensions du bonheur est totalement étrangère et même opposée à la croissance économique, c'est le sentiment de bien-être collectif, c'est-à-dire
ce qui a d'ailleurs été développé un peu dans le best-seller de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, qu'une société où les inégalités sont très développées n'est pas une société heureuse. Même les riches ne sont pas heureux parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il n'y a pas... Le bonheur provient aussi d'être bien avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Hein, l'ancien secrétaire du travail aux États-Unis, Robert Reich, qui était secrétaire d'État de Clinton, un beau jour s'est aperçu qu'il avait perdu le contact avec ses enfants, avec sa famille. Il travaillait comme un fou, hein, il gagnait beaucoup d'argent, mais finalement, c'était très frustrant. Alors il a démissionné, hein, pour retrouver des liens plus riches. Et il a théorisé ça dans un livre très intéressant, d'ailleurs, qui rejoint d'autres travaux américains comme ceux de Lane ou le paradoxe de D'Easterlin, etc., hein, démontrant qu'en fait, la croissance engendrait des salaires ou des revenus plus élevés, mais détruisait les relations sociales. Et le bonheur dépend, bien sûr, d'un certain niveau de bien-être matériel, mais encore plus d'un niveau de bien-être relationnel. Et le bien-être relationnel, c'est pas par la croissance qu'on peut l'avoir. Ci sono delle persone, lei saprà bene, che sostengono che si può vivere senza soldi, senza denaro. Hanno applicato su loro stessi la decrescita totale. Questa cosa comporta? È una utopia oppure può essere una cosa reale nel prossimo futuro? Bon, je pense que c'est une position un peu radicale, hein, et tout ce qui est trop radical est difficilement convaincant et peut difficilement être partagé. Alors bien sûr, on peut trouver son bonheur dans l'ascèse. Il y a toute une tradition d'ascétisme depuis la plus haute antiquité, où je pense justement le proverbe au beata solitudo, au sola beatitudo, donc aux bienheureuses solitude, aux seules béatitudes. Donc on peut trouver une forme de bonheur dans une ascèse, et même au sein d'une communauté. Mais au sein d'une communauté, bien sûr, il y a une richesse de liens, mais peut-être trop d'ailleurs, parce que souvent, ça crée beaucoup de problèmes. J'ai connu l'expérience des communautés après 68, très rapidement ça éclatait parce qu'il y avait des problèmes de jalousie, des problèmes d'histoire de couple, etc. Il y a des tas. Les rapports avec les enfants. La plus vieille communauté en France que j'ai visitée, qui s'appelle Longomaille, hein, dans le sud de la France, il me disait nos enfants ne veulent pas rester là. Ils supportent pas. Donc, non, je crois que contrairement à une position très radicale, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Donc il faut s'en servir, mais ne pas s'en laisser asservir. Hein, Aristote considérait l'argent comme un bien commun. Hein, et donc pour ça, il y a un bon usage de l'argent. Évidemment, à l'heure actuelle, ce qui domine, c'est un mauvais usage. Mais dire qu'on va trouver le bonheur en vivant dans une communauté sans aucun échange, etc. Non, c'est pareil. Les marchés, comme il suffit d'aller dans des sociétés traditionnelles, le marché n'est pas nécessairement lié au capitalisme, à l'exploitation, à l'aliénation, etc. Les échanges dans les pays africains, les échanges traditionnels sont des lieux, au contraire, les gens ont plaisir à participer, à discuter, à négocier longuement. Il y a une forme de... C'est pas incompatible avec des relations sociales riches, amicales et même bienveillantes. Parce qu'on se fait en même temps des cadeaux. On achète, on vend, mais on se fait des cadeaux. Et donc, c'est l'excès qui est... dans un supermarché, il n'y a aucun rapport, et même c'est très frustrant pour les
pour les employés, les vendeuses et les caissières, elles essayent même, malgré la règle, de créer un minimum de lien avec les clients, parce que c'est très frustrant d'être uniquement une machine à vendre et à acheter. Ci sono delle comunità religiose che però vivono così, senza soldi, no? Oui, mais c'est pas évident que ces communautés soient vraiment des communautés de gens heureux. Alors, ce qui permet à ces communautés de fonctionner, c'est il y a une dimension spirituelle très forte, hein, ce qui a permis pendant des siècles à ces communautés religieuses de survivre, hein, parfois dans des conditions difficiles. Il y a eu beaucoup de communautés ont connu des histoires, des scandales, il y avait toutes sortes de problèmes, de jalousie, de haine, de crimes, hein. Donc c'est pas idyllique forcément. Et en plus, quand ça marchait bien, c'était parce ils essayaient de transcender, en fait, sur un plan spirituel et sur un plan supérieur. Ce qu'ils recherchaient, au fond, c'est moins la félicité terrestre que la béatitude céleste, se préparer pour un bonheur qui n'était pas de ce monde. E com'è il mondo secondo Sergio Atouche, futuro? Il mondo secondo il suo punto di vista come dovrebbe essere? Bon, il n'y a pas une façon de réaliser. Je dis toujours, puisque je développe le projet d'une société d'abondance frugale, hein, qu'on ne doit pas elle se construira pas de la même façon au Portugal et au Sénégal, au Texas et au Chiapas, parce que il y a une grande diversité. Ce qui fait la richesse de l'humanité, en fait, c'est cette diversité. Et donc, il est normal que dans des lieux, des contextes différents, les gens réalisent leur bonheur de façon différente. Oui, on s'aperçoit que le drame de notre société contemporaine, c'est que elle ne rend pas heureux, en particulier parce qu'elle détruit quelque chose qui est fondamental pour les sociétés humaines, c'est le sens. Et c'est particulièrement sensible pour des couches populaires qui sont mal intégrées dans la société, qui jouissent, par rapport, du point de vue économique, jouissent d'un certain bien-être en tant que ils ont de quoi manger, de quoi s'habiller, ils sont logés, et ils ont même des téléphones portables, des ordinateurs, mais ils n'ont pas de travail, beaucoup de difficultés, ils ne sont pas reconnus socialement, donc ils ne sont pas intégrés dans la société, et au fond, la vie pour eux n'a pas de sens. Donc il y a une recherche de sens, et effectivement, les religions, dans l'histoire, ont toujours été les grands fournisseurs de sens, hein. Donc on comprend très bien que les religions, dans ces contextes, et c'est évidemment bien sûr massif pour l'islam, mais on le trouve aussi pour l'hindouisme, on le trouve pour le bouddhisme, on le trouve pour les protestants, pour les catholiques, les orthodoxes. Donc on voit qu'il y a une recherche de... On dit d'ailleurs c'est tout à fait une forme différente de religion, parce que maintenant, même l'économie a contaminé la religion. On parle d'un marché du religieux. Les gens font leur marché. Et ils choisissent la religion qui leur convient, qui donne un sens à leur vie, quitte à en changer d'ailleurs. Il n'est pas dit du tout que dans quelques années, ces jeunes qui partent faire le djihad ne partiront pas en Inde pour faire du yoga. Mais la liberté d'expression, c'est lié quand même à... Moi, j'y tiens beaucoup, hein. C'est lié à l'Occident, au paradigme occidental, donc à une vision individualiste. Il faut bien voir que presque toutes les sociétés, et en particulier les sociétés qui donnent du sens, sont des sociétés beaucoup plus communautaristes, et où par conséquent, on ne recherche pas en premier la liberté d'expression. On cherche à se fondre dans
dans la communauté, on cherche à se fondre dans la doxa dominante, hein, et donc il y a même une certaine recherche à ne pas avoir une pensée individuelle, personnelle, en dehors de ce que l'imam a dit, ou le prêtre, ou l'autre. Nous avons connu ça, nous aussi, pendant des siècles. Nel vostro libro parlate di economia vernacolare, no? Economia vernacolare. Oui. Siccome è un termine molto bello in italiano, adesso non so in francese come si può dire, ma mi piacerebbe che venisse spiegato che non è frugale, che non è... Cioè, proprio il concetto di economia vernacolare, cosa si intende? Mais bon, en fait, c'est un terme qui a surtout été mis en avant par Ivan Illich, hein, dans un de ses livres, le genre, il a même, ça fait partie du titre d'un de ses livres, celui qui a d'ailleurs été le plus critiqué, le plus débattu, le genre vernaculaire. Et il y a effectivement, j'ai parlé d'économie vernaculaire en Afrique, comme une forme d'économie, parce que dans la société traditionnelle, il y a une forme de vie vernaculaire, mais ce n'est pas de l'économie proprement parler. Mais les déracinés des sociétés traditionnelles qui s'agglutinent dans les villes, et surtout dans les périphéries des villes, reconstituent une nouvelle société sur la base à la fois de leur tradition, hein, en créant des liens qui sont des liens néoclaniques. Ils essayent parce que pour quelqu'un qui a vécu toute son enfance dans une société que nous appelons tribale, donc une société, hein, se retrouver tout seul dans la périphérie d'une mégalopole d'Afrique, c'est absolument insupportable, c'est invivable. Donc il y a une recomposition, hein, de société que, à la suite de mon ami Emmanuel Dione, qui travaille sur les périphéries de Dakar, j'appelle néoclanique. Néoclanique parce que il se reconstitue selon les logiques claniques. Hein, ce ne sont pas du tout des logiques qui pour nous correspondent à nous. Nous voyons nous voyons des organisations coopératives horizontales. Eux non, ils ont une vision verticale avec des aînés sociaux, un grand frère qui a une certaine autorité morale, mais qui doit résoudre les problèmes du groupe. Hein. Donc, ils participent à des quantités de réseaux, un réseau de prière, un réseau de sport, un réseau une tontine, etc. Et tous ces réseaux sont structurés selon cette forme néoclanique. Et donc, ça donne une société dans laquelle il y a énormément d'échanges, de circulation, de tout, qui n'est pas dominée par une logique de marché, mais par une logique de réciprocité, même s'il circule beaucoup d'argent, et qu'il y a même aussi une obsession pour l'argent. Là, ils ne sont pas du tout prêts à renoncer à l'argent, parce que l'argent est essentiel pour faire régler un certain nombre de choses, même pour les cérémonies, même pour les dons, etc. Tout, il est omniprésent, mais en même temps, ce n'est pas la recherche de l'argent qui est la motivation essentielle. Cosa fate in Africa? Cosa hai fatto in Africa? Nel Mali, Ho letto che è stato in Africa, no? Molto tempo. Si, alors, en fait, après mes études universitaires et mon service militaire, je suis parti en Afrique. Bon, j'aurais pu partir en Asie ou en Amérique latine. Je voulais partir dans le tiers-monde parce que je faisais une thèse sur, justement, les problèmes du Sud. Hein, et je voulais vivre dans un pays du Sud pour rédiger ma thèse. Et j'ai eu la chance d'avoir un contrat fort intéressant, d'ailleurs, de coopération internationale, qui m'a amené au Zaïre, au Congo maintenant, République démocratique du Congo, où j'ai vécu 2 ans. Et au bout de quelques années, bon, comme je faisais aussi des enseignements sur les problèmes de l'impérialisme, de l'auto-organisation des pays du Sud, etc.,
j'ai cherché à repartir et pendant une bonne vingtaine d'années, je suis allé à peu près tous les ans dans un pays ou un autre de l'Afrique pour 3 semaines, 1 mois, faire un enseignement, participer à un colloque, faire une mission de recherche. È cominciata così la filosofia della decrescita felice? Bah, c'est plus compliqué que ça. D'abord, moi je n'utilise pas le terme decrescita felice. C'est un terme qui est réservé à mon ami Maurizio Palante. Parce que moi je dis toujours, la décroissance peut assurer une certaine sérénité, une certaine bien-être, etc. La félicité, la felicità, c'est plus compliqué. Ça dépend. Il y a des gens qui sont disposés pour ça, il y a des gens qui ne seront jamais heureux, même dans une société de décroissance. Donc, je parle de décroissance sereine, décroissance conviviale. Et disons que le point de départ, c'est au Laos. C'est au Laos en 66-67, parce que je suis parti au Laos comme expert économiste, ce que j'étais aussi en Afrique, mais j'avais toujours en même temps un intérêt anthropologique. Hein. Alors en Afrique, c'était les masques, les voyages à l'intérieur, mais les deux choses coexistaient. Et puis au Laos, ça a éclaté parce que c'était une société tout à fait particulière, un petit pays où les gens, à la différence du Zaïre, qui était un pays en pleine crise, au Laos, les gens vivaient paisiblement dans leur village et sans travailler beaucoup. Hein. Quelques heures pour semer le riz, et puis après ça, ils faisaient beaucoup de fêtes. Et au fond, ces gens étaient relativement heureux. Et j'ai compris que le développement économique, j'étais expert en développement économique, que le développement économique allait détruire leur bonheur. Hein, et qu'ils allaient devenir des clochards. Donc, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, j'étais là comme un missionnaire. Les missionnaires étaient partis pour convertir les gens dans une autre religion, et moi je les convertissais à une religion, à la religion de l'économie. Et donc j'ai compris que l'économie était une religion, hein, et que c'était une religion occidentale, que le développement était une forme de colonisation de l'imaginaire, et pas seulement de l'imaginaire, de transformation de la réalité. Donc j'ai commencé à faire la critique du développement. Bien sûr, quand je suis revenu en France, c'était mai 68, il y avait la critique de la société de consommation, les situationnistes, tout ça, mais il n'y avait pas une véritable remise en question de la croissance. Donc, tout au moins, c'était très difficile d'intéresser les gens. Et donc, pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, on a fait la critique du développement. Donc, c'était la critique du développement au Sud et la critique de l'occidentalisation du monde. C'était pas un projet de construire une société alternative en Europe. Et puis, après 1989, la chute du mur de Berlin, c'est la fin du deuxième monde, donc il n'y a plus de troisième monde, et c'est le triomphe de la mondialisation, globalisation, donc le triomphe du marché unique, d'un monde unique, c'est l'économicisation du monde. On passe d'une société de marché, une société avec marché, à une société de marché. Et en fait, d'une société avec une économie de croissance à une société de croissance, c'est-à-dire dominée par la croissance. Et à ce moment-là, finalement, en plus, ça correspond à un tournant dans l'histoire du capitalisme. On passe d'un système fordiste, hein, qui permettait le financement et le fonctionnement d'un État social, à un système néolibéral qui développe les inégalités
et qui ne connaît plus une véritable croissance. Et donc il y a une crise. Et les gens, à ce moment-là, sont demandeurs d'alternatives. Qu'est-ce que vous proposez? Vous avez critiqué le développement, donc la croissance. Et donc c'est à ce moment-là que, un peu par hasard, naît ce slogan de décroissance, très précisément en 2001-2002. Mais évidemment, derrière le slogan, il y a cette critique de la société de croissance sur lequel, plus ou moins, avec tout un petit international, on réfléchissait depuis 20 ou 30 ans, mais à partir de la critique du développement dans les pays du Sud. Non ha mai incontrato il presidente dell'Uruguay, José Mujica? Non, alors j'ai eu quelques... Non, avec l'Uruguay, je n'ai pas eu de contact, non. J'ai lu quelques-uns de ses discours, etc. C'est tout à fait remarquable. J'ai eu des contacts avec... alors plutôt, je me suis... Parce que moi, j'étais africaniste, pendant longtemps, et j'étais totalement... Il y avait en France, dans le milieu des tiers-mondistes, des gens qui s'intéressaient au tiers-monde, il y avait essentiellement... L'Asie était très peu représentée, il y avait une tribu, c'était les latino-américanistes, bien représentés par le monde diplo, Ignacio Ramonet, etc. Et puis les africanistes. Les africanistes, la France a une grande tradition avec le centre de recherche qui s'appelait à ce moment-là l'Orstom. C'était Organisation de recherche pour les territoires d'outre-mer ou quelque chose comme ça. Et les deux tribus ne se parlaient pas beaucoup. Bon. Et donc moi, je n'étais pas du tout tourné vers l'Amérique latine. Et je me suis intéressé à l'Amérique latine très tard, lorsque les mouvements révolutionnaires n'ont plus été des mouvements révolutionnaires de partis organisés par des Blancs, mais des soulèvements des Amérindiens. Les néo-zapatistes au Chiapas, le mouvement en Équateur avec Rafael Correa et donc la venue au pouvoir des Amérindiens et la revendication du buen vivir et en Bolivie. Donc c'est par ce biais que je me suis intéressé de plus en plus. Donc j'ai eu des contacts avec le Mexique, avec l'Équateur et avec l'Uruguay. No, Mujica, pas l'Uruguay, je veux dire l'Équateur et la Bolivie. Perché Mujica dice esattamente questa cosa, che conviene oggi occuparsi più della propria vita piuttosto che del proprio conto in banca. Queste sono le frasi. Oui, non, mais j'ai lu des déclarations formidables, je me reconnais tout à fait.